Suite de notre étude de l'approche psychosociologique. Nous sommes sur la deuxième théorie concernant l'action collective et la frustration relative. C'est Ted Robert Gurr qui va aujourd'hui nous intéresser. C'est un chercheur en sciences politiques américain qui va beaucoup produire de livres sur le thème de la violence. On peut dire que son action, c'est le passage de la violence sociale à la violence politique. Quelques livres importants chez lui, Violence in America, qui est son premier livre le rendant célèbre, et Why Man Rebel en 1970. Il va jusqu'à sa mort produire des livres seul ou en collaboration sur ces thèmes de révolution, de rébellion, de violence au sein de la société. Il va se lancer d'ailleurs aussi sur une approche quantitative de macropolitique, c'est-à-dire la mathématisation ou tentative de mathématisation de la politique. Alors, son approche reprend la notion de frustration pour appréhender la violence et le passage de la violence sociale à la violence politique. Le point central, c'est la notion de frustration, qu'il définit comme étant l'écart perçu négativement par les individus entre les biens qu'ils se sentent légitimement autorisés à obtenir et ceux qu'ils obtiennent effectivement. Il établit donc un lien entre la violence collective et ce degré de frustration. Et cette violence collective devenant un enjeu majeur dès lors qu'une majorité d'individus est placée dans une situation identique. Il va définir trois situations. La première situation, toujours basée sur la frustration, est la suivante. Vous avez tout d'abord des biens attendus qui sont constants dans le temps, ce que vous pouvez voir sur ce graphique. Mais, par contre, les biens obtenus, eux, deviennent peu à peu de plus en plus réduits. On a des biens accessibles qui deviennent de plus en plus rares, pour des raisons de guerre, de crise, de situations de sous-développement. Et c'est cette différence qui apparaît sur la droite du graphique qui devient de plus en plus préoccupante. Dans un premier temps, la légère baisse des biens accessibles par rapport à l'attente génère un tout petit peu de frustration, c'est de la violence sociale, et cette frustration va en s'accentuant lorsque sur la droite l'écart devient de plus en plus important. Deuxième situation. Cette fois-ci, on a une attente qui est de plus en plus importante, croissante, alors que les biens accessibles, eux, ne croissent pas. On est face à une croissance économique stationnaire. Là aussi, dans un premier temps, la situation semble acceptable. On est sur la partie gauche du graphique. Peu à peu, l'écart entre attendu et accessible se creuse, jusqu'au moment où on est face à une frustration intense. Troisième situation, on est face à une attente de biens qui est croissante. Dans un premier temps, les biens accessibles suivent la demande, l'attente, et puis tout d'un coup il y a un décrochage, puis derrière une diminution progressive. Là on est face à une expansion économique suivie d'une récession brusque. Crise économique, retournement de conjoncture, pensez à la crise des subprimes qui derrière dégénère. Gurr va donner une définition de la violence politique. Pour lui, il s'agit de toute attaque collective au sein d'une communauté politique contre le régime politique, ses actions ou ses politiques. Et il va en définir trois formes. Une forme inorganisée et spontanée, ce sont des émeutes, ce sont des soulèvements. Une forme organisée, la guerre civile, la révolution, ces moments où des masses et des élites font leur jonction. Et puis une troisième forme, qui est une forme minoritaire, celle qui est caractérisée par des attentats, des complots, des assassinats politiques.
Parmi les conditions de passage de la violence sociale à la violence politique, il insiste sur l'intensité de justification de la violence politique dès lors qu'elle apparaît comme une résistance légitime à l'oppression de l'État. Alors cette analyse subjective peut aussi se nourrir d'un sentiment d'exclusion du jeu institutionnel qui justifie d'emprunter des voies illégales. Gür, par contre, montre également comment des soutiens institutionnels du régime peuvent ôter toute légitimité à la violence politique. Le renseignement démocratique, un consensus, des élections libres, des dirigeants à forte popularité, par exemple. De même, le fonctionnement des moyens techniques pour réprimer la violence permet de limiter l'efficacité de celle-ci. De nouveau, mais on avait déjà vu ça avec les modèles précédents, le problème de ce modèle, c'est qu'il n'y a pas de dimension prédictive. On voit dans les différentes courbes le moment où la frustration peu à peu gagne en intensité, mais à partir de quel niveau de frustration peut-on craindre le dérapage de la violence sociale à la violence politique? Mais là aussi, on a des outils qui commencent à nous permettre de pouvoir réfléchir sur des événements récents. Je vous remercie de votre attention.